Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc en bord de Vesdre que nous vous accueillons ce soir. Un cours d'eau bien paisible en ce moment, mais un cours d'eau devenu furie il y a 6 mois. Pour vous faire une petite idée, regardez ce bâtiment à mes côtés. Il faut savoir que la Vesdre avait grimpé quasi jusqu'au 2e étage. Et puis un peu plus loin, vous avez ce pont. On ne le voyait plus il y a 6 mois. Il était totalement submergé. Au total, ce sont pas moins de 10 000 hectares, soit l'équivalent du territoire de la ville de Liège, qui ont été inondés à l'époque. Alors regardez ici où nous sommes, là où nous marchons, on avait un arbre immense, il ne reste plus qu'un tronc déraciné. Là, un peu plus loin, eh bien, il y avait une maison, aujourd'hui des gravats, tout est détruit. Et encore un peu plus loin, d'autres habitations qui sont désormais totalement impraticables. 3100 personnes, à l'heure où nous parlons, n'ont toujours pas retrouvé leur logement. C'est votre cas, Madame Lecomte, merci d'être avec nous ce soir. On va voir quelques images de votre maison, justement, de votre rue. Elle se situe à une centaine de mètres d'ici, tout à fait en bord de Vesdre. Votre maison, elle est classée, c'est une maison à colombage et l'eau est montée jusqu'au 1er étage. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous dans les travaux ? Eh bien, grâce à ma famille et mes amis, nous avons pu vider et nettoyer le bâtiment en 3 jours, ce qui nous a permis de nous concentrer sur le séchage du bâtiment, donc avec l'aération et des déshumidificateurs. Dès septembre, les corps de métier ont pu commencer à venir travailler, à savoir le plombier, le ramoneur, le menuisier. J'aurai les nouvelles portes extérieures la semaine prochaine. Le plafonneur a pu venir au mois de décembre. Fin de ce mois-ci, j'aurai le carreleur et la peintre. Et le chauffage qui sera remis la semaine prochaine. Donc on va pouvoir enfin chauffer le bâtiment à fond. Après 6 mois, tout de même d'attente. Le chauffage, c'est important, d'autant qu'il y a quelques mauvaises surprises encore ces dernières semaines. Absolument. Début décembre, je suis montée dans le grenier tout à fait par hasard. Et en fait, la toiture était ruisselante et il y avait des champignons sur les poutres par un effet de condensation parce que il n'y a pas de fenêtre là-haut et que je n'ai pas pensé à ouvrir la trappe puisque c'est 3 étages plus haut et malheureusement, maintenant on s'est résolu, mais on a monté du coup les déshumidificateurs de la cave au grenier. Et voilà, ça c'était la mauvaise surprise, mais ça a été vite. Il faut penser à tout. Vous pensez réintégrer votre habitation quand ? En principe, je pense fin avril, les meubles et la cuisine, la nouvelle cuisine arrive à la mi-avril normalement. Si tout se déroule comme prévu, les plannings des artisans sont serrés, donc ils font un maximum. Oui, ils ont beaucoup de travail. 6 mois ont passé. Certains ont déjà oublié ce qui fut, on peut le dire, un désastre. Mais quand, comme vous, on habite dans la vallée, le souvenir est encore bien là. C'est compliqué et je vous avoue que je n'ai pas beaucoup circulé en dehors de mon quartier parce que chaque fois, ça me met quand même la larme à l'œil, pardon. Et c'est vraiment très compliqué et je pense que la population est bien évidemment au courant de ce qui s'est passé, mais je pense que quand on ne revoit pas directement ou régulièrement les quartiers, on ne peut pas forcément toujours imaginer la misère et la catastrophe encore qu'il existe dans certains foyers parce qu'il y a des gens qui vivent chez eux mais qui n'ont pas le chauffage ou qui n'ont pas ce qu'il faut pour vivre décemment. Ah oui, le chantier est immense, on disait. Merci à vous pour ce témoignage. On va le rappeler, il faut savoir qu'au total, il y a 6 mois, environ 45 à 50 000 bâtiments sur la Wallonie entière ont été abîmés à des degrés divers. Alors la région, les communes, les CPS tentent de reloger tout le monde. Je vous propose de voir un exemple, c'est à Vaux sous Chèvremont. Là, des familles ont aménagé dans ce qui ressemble vraiment à un village de bungalow, de mobile home. Ils y ont retrouvé un peu de chaleur, du réconfort aussi. Je vous propose de voir ce reportage. Il est signé Yves Colette, Lauriane Bastin, Christophe Zenko et Anne-Catherine Crofer. Mais qu'est-ce que c'est là, dans le fond ? On dirait presque un village de vacances, entouré d'une usine, d'un cimetière, des mobil-homes tout beaux, tout neufs, bien alignés. Awali et Suzanne emménagent sur ce terrain le 24 décembre dernier avec leurs 8 enfants dans 2 containers. Ici, on est au chaud. Et on n'a pas de champignons. D'accord. On a de l'eau chaude. On n'a pas de champignons. Donc voilà. On a un confort comme si on est dans une maison. Franchement, qu'on n'avait plus depuis un moment. Ça va? C'est ici que nous vivons avec les enfants. Vous pouvez venir voir. On a essayé de coller les lits pour que les enfants, ils aiment être ensemble. Donc au lieu de séparer les lits, on les a collés. C'est quand même serré, hein? Oui, c'est serré, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont vécu presque 6 mois à l'étage de leur habitation sinistrée. Ils ont choisi de ne pas nous la montrer. Awali et Suzanne sont à présent au chômage, payés en remboursement d'emprunts pour leur maison ainsi que la location de 2 mobil-homes. C'est loin d'être simple pour ce couple,
Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un petit lueur d'espoir. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et je vois aussi ça aux yeux de mes enfants. Il y a le bonheur qui réapparaît, il y a le sourire qui est aux lèvres, il y a la joie. 30 mobil-homes ont été installés sur ce site, seuls 16 sont occupés. Ils sont financés en partie par la région wallonne, la commune de Chaudfontaine et la Croix-Rouge, le loyer fixé à 20% du revenu du locataire. Lucien et Marc habitent au centre de Vaux-sous-Chèvremont, ou plutôt habitaient. Le temps s'est arrêté un 14 juillet. Je suis fatigué, moi. Ouais. Ouais. Vous espérez revenir ici ? Ce n'est que momentané, mais on espère trouver autre chose, plutôt ailleurs, sur un peu les hauteurs ou les trucs ainsi. En attendant, ils habitent ici depuis une quinzaine de jours. C'est petit, mais ça a des avantages. Je suis pas loin de la maison, parce que quand ils vont commencer les travaux, il va quand même falloir, déjà pour le courrier, et alors il faut que j'aille voir comment ça se passe. Et en travaillant un petit peu, on trouvera un petit peu plus de l'effort physique que des angoisses, quoi. Des angoisses partagées autour d'un café. Dans ce local communautaire, les victimes aiment se retrouver pour alléger leur quotidien. Et nous sommes de retour ici à Anzival avec un autre exemple de la situation actuelle. Regardez cette école. Elle accueillait auparavant quelques 250 élèves. Eh bien, il n'y a pas eu de rentrée en septembre dans ce bâtiment. Plus de cours ni de rire d'enfants sur place. Et pour cause, vous allez voir, nous avons filmé à l'intérieur de ce bâtiment. Exemple avec cette salle de gymnastique. Tout est détruit. Le sol s'est soulevé et la commune n'exclut d'ailleurs pas une démolition. Je vous propose d'avancer un peu vers le centre de la commune et on découvre des bâtiments abîmés et ce genre de document signé de la bourgmestre, c'est un arrêté d'inhabitabilité. On ne peut plus vivre dans cette maison. En la voyant, vous découvrez évidemment pourquoi. Bonsoir Madame Tergnon. Bonsoir. Vous êtes la bourgmestre de Verviers et donc de l'entité ici d'Anzival. Combien d'habitations comme celle-ci sont désormais totalement inoccupables? Dans les jours qu'on suivait les inondations, on en a rendu 250 inoccupables, mais au fil du temps, les personnes ont pu prendre leur propre ingénieur en stabilité et finalement, il en reste 123 sur la commune de Verviers qui sont encore au jour d'aujourd'hui inhabitables. Alors le travail, il est incessant et pourtant les séquelles comme celle-ci, elles sont toujours bien présentes. Comment expliquer cela 6 mois plus tard? Mais donc effectivement, le problème vient pour les propriétaires avec leur ingénieur en stabilité de définir les travaux qu'il faut faire pour rendre les maisons stables. Elles ne sont pas toutes à démolir. Sur Verviers, on en a eu 14 à démolir. Il y en a déjà 8 qui ont été démolies. Donc pour celles-là, c'est fini. Le travail sera la reconstruction. Pour celles qui sont instables et donc qui sont menaçantes, pour lesquelles on ne peut pas habiter, là, évidemment, c'est avec les compagnies d'assurance que maintenant les ingénieurs en stabilité et les architectes doivent négocier pour que les propriétaires puissent obtenir effectivement les moyens nécessaires pour stabiliser la maison et comme pour les autres sinistrés, pour pouvoir réhabiliter leur maison. La commune doit aussi mettre la main au portefeuille. Comment ça se passe pour les finances communales? Il y a des aides suffisantes, du niveau régional notamment? Pour les finances communales, on a des voiries, des écoles comme vous venez d'en parler, on a des places publiques, on a 60 bâtiments communaux qui sont sinistrés et qu'on doit aussi rénover. On a les 8 km de berges de chaque côté qui doivent être aussi refaits et pour ça, nous avons 90% de subsides régionales. Alors c'est évidemment un effort immense de la région wallonne que de nous donner 90% pour le refaire. D'ailleurs, sans ça, je ne vois pas comment on aurait pu faire alors que les finances communales sont déjà partout à mal. Ce que je regrette, c'est que finalement, on n'ait pas donné la même chose aux 10 communes les plus sinistrées, puisque vous savez que parmi les 10 communes qui sont les plus sinistrées, et vous constatez que Verviers est une commune très sinistrée, eh bien, il y en a qui ont droit à 100%, 3, et les autres 90%. Et ça, c'est une mesure qui n'a pas été comprise ni par les autorités communales, ni par les citoyens, parce que finalement, sur les 40 millions qu'on va devoir dépenser la ville pour rénover tout ce qui a été sinistré, la ville de Verviers va devoir mettre 4 millions, alors que d'autres communes ne devront rien mettre. Alors ça fait partie de votre propre combat de bourgmestre, le combat des habitants. On y revient, vous l'avez dit, avec les assurances. C'est pas toujours simple. Il y en a encore qui, à l'heure actuelle, viennent vous trouver et vous demandent de l'aide très concrètement. L'aide, les gens qui viennent me trouver, la première
la première revendication qu'ils ont, c'est par rapport aux assurances. Donc évidemment, on n'est pas les assurances, mais c'est important de les écouter parce qu'on est un relais auprès du gouvernement wallon et auprès des assurances, même si on sait qu'il y a encore à l'heure actuelle des gens qui n'ont pas encore reçu le devis, l'acceptation de la part de leur compagnie d'assurance sur le devis. On va en parler d'ailleurs. Merci Madame Ternion d'être venue en direct. Justement, parlons-en des assurances en casse-tête pour certains et puis des choses qui roulent très bien pour d'autres. Un petit rappel, au total, il y a eu pas moins de 74 000 dossiers qui ont été rentrés globalement. Alors en ce qui concerne les voitures, tout est quasi réglé. Par contre, pour les habitations, on a à l'heure actuelle 60% des dossiers qui sont clos. Ça veut dire qu'il reste 40% encore à terminer. Ça prend du temps, les experts sont débordés. Les sinistrés, eux, eh bien, ils sont parfois épuisés. Voyez ces rencontres d'ailleurs menées par Michel Téchy, Ariane Dufrane, Bertrand Menu et Marianne Claric. Le premier arrêt, c'est dans la banlieue liégeoise, à Angleur. Au numéro 9 de la place Andréa Jadoul à Angleur, il y avait la boulangerie Louis. 6 mois après la catastrophe, le petit commerce est toujours sinistré. Moi, j'avais donc mon magasin. Vous pouvez voir les marques du comptoir parce que ça faisait quand même un petit temps qu'il était là. Donc, j'avais un comptoir ici. Mes pelles là, des armoires. Dans l'atelier, même désolation. L'eau a détruit toutes les machines. Il faut tout remplacer, tout reconstruire. Maintenant, on n'a toujours pas de nouvelles des assurances après presque 6 mois. Et on attend toujours. La boulangerie faisait vivre toute la famille. La mère et la fille dans le magasin, le père et le fils dans l'atelier. Depuis la mi-juillet, tout est à l'arrêt. Vous êtes battus assez pour tout ça, donc on va se battre encore et puis voilà, on garde espoir. Quelques kilomètres plus loin, à Anzival, même constat. Charlotte nous ouvre la porte de la maison familiale. Ici, c'était donc l'entrée, le couloir. Là, c'était la chambre de ma fille. Vous voyez, il y a des trous pour aérer parce que sinon, ça ne sèche pas. Donc ici, on avait l'entrée de la cave. Il faut s'imaginer que la cave était totalement remplie d'eau et qu'on a eu de l'eau ici jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond, ça a presque touché le premier étage. C'était le 13 juillet. Ici, comme à la boulangerie, les travaux n'ont toujours pas commencé. On nous a en tout donné 7 500 €. Mais ici, voilà, on n'a plus rien. Donc, on a dû avancer plus de 6 000 € pour la chaudière. On a dû avancer 1 600 € pour le nettoyage de la cave. On a dû, c'était, je pense, 2 500 pour l'électricité. En plus du prêt hypothécaire pour la maison, la famille de Charlotte doit payer un loyer pour le logement provisoire. Leurs économies ont fondu et le combat avec la compagnie d'assurance les a épuisés. On envoyait un mail, on attendait un mois pour avoir une réponse, pas toujours complète. Donc on devait redemander des précisions et on attendait encore 2, 3 semaines, un mois pour avoir une réponse. Parfois complète, parfois pas complète. Sur quoi, par exemple C'était pour l'acceptation des devis. À la boulangerie, le père revient de chez le courtier en assurance. Bonjour. T'as des nouvelles ? On a complété le dossier. Les devis qu'ils me demandaient, on les avait déjà envoyés. Donc, on a recherché et tout et on arrive à réenvoyer une deuxième fois ce qu'il a déjà envoyé. Et puis maintenant, on attendra des nouvelles de l'expert. 6 mois et le dossier n'est toujours pas clôturé. C'est le cas pour 4 sinistrés sur 10. L'Union professionnelle des assurances explique ce retard par le grand nombre de devis et d'expertises demandées. Franchement, je ne pensais pas que ça traînerait comme ça. Maintenant, je peux comprendre que je ne suis pas le seul à être inondé. Hein. Voilà, maintenant, je ne sais pas. Pour la famille de Charlotte, la nouvelle est finalement tombée. Fin janvier, elle devrait toucher l'argent de l'assurance. Si tout va bien, les travaux vont enfin pouvoir commencer. Et oui, que de vies bouleversées en quelques heures, une vie économique également bouleversée. Nous avons désormais rejoint la place d'Anzival et pour pouvoir goûter au kebab, désormais, rendez-vous dans un conteneur. Il a fallu déménager pour continuer à servir les clients. Autre conteneur installé sur cette place, là, on y fait du nettoyage canin. On découvre encore cette place. Nous avons là des douches qui sont réservées aux habitants sinistrés. Il y a des toilettes également. Un peu plus loin, vous ne le verrez pas, mais c'est une pharmacie installée, elle
elle aussi dans un conteneur. Et puis cette tente de la Croix-Rouge, elle est là depuis plusieurs mois. C'est d'ailleurs l'occasion de faire le point parce que vous avez été nombreux à faire des dons à la Croix-Rouge pour aider les sinistrés. Eh bien, sachez que sur les 29 millions reçus, sur 40 millions même reçus, 29 ont déjà été dépensés, notamment pour ce genre d'installation. On continue notre visite. Regardez, si vous avez besoin d'un petit coup de peigne, auparavant, c'était dans ce salon qui était installé, un espace salon sur la place. Eh bien, désormais, on a rendez-vous également dans un conteneur. Bonsoir, Christine Franco. Vous veniez de rénover ce bâtiment qui abritait votre salon, mais il a fallu aller vite, se réinstaller. Très vite, très vite. On venait en effet de finir les rénovations après des années. Après cette tragédie, nous avons décidé avec l'ensemble des commerçants d'Orzival de prendre l'initiative de faire venir des conteneurs pour pouvoir retravailler et surtout ramener un peu de vie à Orzival après ce que tout le monde attend en fait, oui. Vraiment de la vie et un retour à la normale. Et c'était nécessaire aussi pour la survie économique de votre activité malgré, bon c'est pas le grand confort quand même. Non du tout, mais ça nous fait énormément de bien, surtout après tous ces mois de confinement. Et je pense que ça arrange tout le monde parce que nous, économiquement, on travaille bien dans le conteneur. Les gens sont heureux de nouveau avoir un service disponible. Et voilà, on est très contents. La clientèle, elle suit? Le chiffre d'affaires, il suit aussi? Oui, maintenant, nous avions 6 sièges dans notre tout nouveau salon. Ici, on n'en a plus que 2. Mais les gens viennent, les gens sont contents. Il y a une solidarité incroyable et tout se passe très bien. Très alors, vous espérez réintégrer le bâtiment en dur dans combien de temps? Oui, on va normalement commencer les travaux. Ici, on a rendez-vous avec l'architecte demain. Donc, j'espère le plus vite possible. Donc, pour juin. Si tout va bien. Allez, si tout va bien, ça va aller. Un an plus tard, ça va aller, vous avez raison. Oui, on va rester positif. Tout cela, tout de même, à cause d'une journée d'inondation. Désormais, il va falloir tirer des leçons. C'est d'ailleurs l'objet des travaux d'une commission parlementaire, commission d'enquête parlementaire, pour à l'avenir mieux avertir la population, parce que les outils d'alerte, eux, ils étaient bien là. Je vous propose de voir ces explications signées Capucine Filleul, Claire Verstraat et Daniel Welter. Des monceaux de déchets et de gravats sur les trottoirs de cette cité ouvrière de Trot, rien ne semble avoir vraiment changé depuis le lendemain des inondations. Le mercredi 14 juillet, Mireille s'est réfugiée à l'étage de son habitation. 48 heures au deuxième, oui. 48 heures au deuxième, sans savoir qu'on allait avoir autant d'eau, donc on n'avait pas pris de provisions, donc on était sans eau, sans nourriture, avec les animaux, pour ceux qui avaient des animaux à l'étage. À l'intérieur de sa maison, ce n'est plus qu'un vaste chantier. L'eau avait tout saccagé au rez-de-chaussée. J'en ai quand même jusque-là, quoi. Elle est là. Est-ce que vous estimez que vous avez été prévenu à temps? On a été prévenu par personne. Nous, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la situation devenait catastrophique. Mais prévenu, si c'est par bi-alerte, on n'a pas reçu de message. Par la commune, on n'a pas été informé. L'alerte aurait-elle pu être lancée plus tôt? Depuis septembre, la commission d'enquête inondation se pose la question. Après 4 mois de travaux, ce député estime que oui, mais encore fallait-il en avoir les moyens. Le problème n'est pas que le fonctionnaire ne voit pas l'alerte, le problème c'est qu'il n'y a personne pour voir ces alertes, puisque quand on fait une garde, à un moment donné, il faut aller se reposer, il faut aller dormir, et aujourd'hui, il n'y a pas un système avec une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pourtant, ce problème est connu depuis quelques années. Dans le centre de Trot, les travaux du pont et le long des berges sont toujours en cours. De sa fenêtre, Christian est en première ligne, lui qui a failli mourir noyé dans sa camionnette. Et alors quand j'ai commencé à avoir de l'eau et j'ai commencé à prendre un bonbon d'air au plafond de la camionnette, je me suis dit aïe aïe aïe. Et juste quand je me suis dit aïe aïe aïe, il y a la camionnette qui s'est ouverte toute seule. À ses yeux, un tel chaos était difficile à prévoir. Des alertes ici, il y a juste la météo qu'on avait pris qui disait « faites attention aux inondations », c'est tout. Mais je crois qu'ils n'ont jamais prévu une inondation pareille. Pourtant, pour cette députée, également membre de la commission, les occasions n'ont pas manqué, à commencer par les alertes EFAS, le système européen. La région wallonne est abonnée au système. Elle reçoit les notifications et elle peut normalement ouvrir des cartes, ce qu'on appelle le map viewer. Et ici, on pense que ça n'a pas été fait et qu'on a donc ignoré des alertes EFAS qui pourtant annonçaient déjà 2 jours avant des crues sur tout le territoire et plus spécifiquement dans la région liégeoise.
Puis, il y a eu Hydromax, le système d'alerte wallon. Ici encore, il y aurait eu dysfonctionnement. Le système Hydromax, c'est aussi alertant. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il donne des prévisions à 27 heures. Et quand on regarde ce qui s'est passé la journée du mardi, eh bien, le mardi soir, aux alentours de 22 heures, on avait déjà une vue d'un pic énorme pour la nuit du mercredi au jeudi à 2 heures du matin. Et donc, si à ce moment-là, on avait pu donner l'alerte, et ça n'a pas été fait, elle a seulement été donnée à 6 heures du matin, si à ce moment-là, on l'a donnée, les choses auraient pu être différentes. Trop de ratés, pas assez de coordination entre les services. La commission d'enquête inondation ne rendra son rapport que dans 3 mois. Mais les occasions manquées sont déjà pointées du doigt. Et oui, des occasions manquées et, il faut le savoir, pas moins de 5 milliards d'euros de dégâts. C'est l'évaluation pour la région wallonne. Alors on a parlé des dégâts aux habitations, au commerce. Il y a aussi les infrastructures publiques comme ce pont. Au lendemain des inondations, pas moins de 45 ponts ont été mis totalement hors service. Et celui-ci, eh bien, il est toujours impraticable normalement. L'ampleur des travaux, finalement, elle est à l'image du désastre gigantesque. Pour en parler, nous recevons Sylvie Marie. Bonsoir, vous êtes la commissaire wallonne à la reconstruction. 6 mois plus tard, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que rien ne bouge. Rassurez-nous, ce n'est pas le cas. Je vais vous rassurer, mais il faut voir le point de départ aussi. C'est un point de départ avec une catastrophe sans nom, un véritable désastre. Toutes les couches de la société ont été touchées. Alors face à ce genre de désastre, soit on réagit très vite et on fait une reconstruction à l'identique, et c'est ce qu'on a fait au cours des 6 derniers mois avec des routes ou des ponts. Mais à côté de ça, il faut aussi pouvoir tirer les enseignements de cette crise et donc prendre le temps aussi de voir comment reconstruire de manière résiliente. Et l'exemple du pont sur lequel nous sommes, c'est un très bel exemple. Ce pont, il n'a pas été reconstruit tout de suite. Ils ont pris le temps, effectivement, à la ville de Verviers d'étudier. Et donc, plutôt que de reconstruire une pile au milieu du pont, ils ne vont pas reconstruire cette pile au milieu du pont, ils vont renforcer les 2 côtés pour empêcher des obstacles de continuer à bloquer le pont en cas de nouvelle inondation. Oui, parce que finalement, il a aussi contribué à la montée des eaux. Voilà, il a bloqué ces eaux. Il va falloir aussi redéfinir concrètement tout ce qui est zone inondable, lieu de reconstruction. Tout à fait, c'est un vaste travail aussi et c'est important parce qu'il nous faut protéger nos citoyens, protéger leurs biens et donc leur donner le cadre dans lequel ils vont pouvoir construire à l'avenir. Construire l'avenir, mais en même temps leur apprendre certaines choses. On a des citoyens qui tiennent à vivre en bord de cours d'eau, comme ici au bord de la Vesdre. Tout à fait, je les comprends, le cadre est magnifique aussi, et donc c'est tout à fait logique. Mais nous devons aussi travailler sur leur sécurité, la sécurité de leurs biens, et leur permettre effectivement de savoir s'il faut reconstruire à l'identique, là où ils étaient, ou plutôt effectivement de tirer les enseignements de cette crise en intégrant des aménagements qui permettent effectivement de tenir compte de cette crise. C'est vraiment essentiel. Et cette catastrophe, elle va permettre aussi un peu d'accélérer les choses. Par exemple, ici, à Anzival, il est question d'un quartier qui va désormais s'appeler quartier durable. En clair, c'est quoi, au-delà des jolis mots? Alors, c'est pas simplement un joli mot, c'est une opportunité, en fait, que la région wallonne saisit. Un vaste plan de relance pour la Wallonie, 7 milliards d'euros. Les inondations sont intervenues depuis lors, et donc dans des quartiers, dans toutes les zones sinistrées, on va pouvoir investir massivement des montants de la région wallonne et déployer des projets qui sont vraiment pour satisfaire les besoins des citoyens. Et donc ici à Anzival, ça va permettre effectivement d'avoir du logement, de reconstruire. Oui, parce qu'on a besoin de logement, on les mettra ailleurs. Donc. Tout à fait, donc c'est l'occasion effectivement d'avoir des logements, de reconstruire l'école qui est ici tout près, de revoir les aménagements de la rivière pour que cette rivière, elle ne soit pas un ennemi, mais elle soit un atout aussi de ces quartiers. Merci en tout cas Sylvie Marie, qu'on suivra attentivement à l'évolution de ces fameux grands travaux. 6 mois déjà, donc 6 mois à peine finalement, on l'a dit, les travaux s'enchaînent et ils sont loin d'être terminés. Une trace en exemple encore parmi d'autres avec les dizaines de milliers de tonnes de déchets qui ont dû être déplacés des zones sinistrées. Je vous propose, vous voyez ces images de drone filmées par Christophe Zenko. Les déchets s'accumulent aujourd'hui encore le long de la bretelle désaffectée de l'autoroute A601 en région liégeoise. Chaque jour, des déchets en fait sont emmenés pour traitement et revalorisation, mais chaque jour aussi d'autres arrivent. La bonne nouvelle finalement, c'est qu'il y avait au départ 3 zones de stockage temporaire. Il n'y en a désormais plus qu'une. C'est la preuve que les choses avancent malgré tout. Sylvie Marie le disait, il faudra vivre avec le risque, miser sur la prévention, apprendre à limiter la casse en cas de nouveaux caprices de la nature, parce qu'avouez, nos cours d'eau, ils sont tout de même très beaux. Leur
parce qu'ils sont plutôt paisibles. Et d'ailleurs, je vous propose de nous quitter avec ces images d'une Vesdre clémente aujourd'hui pour ces riverains. Merci à toute l'équipe, toutes les équipes déployées ici sur le terrain. Nora Khalifi à l'édition, Axel Bonner à la réalisation. Excellente soirée à vous et à bientôt.